20h, bienvenue si vous nous rejoignez sur LCI. On commence par cette très triste nouvelle pour le monde de la musique. Le mythe de la pop, Prince, a disparu hier soir. Il avait 57 ans. Partout aux États-Unis, des fans se sont réunis, notamment à Minneapolis, la ville où habitait le chanteur. Des fleurs ont été déposées devant sa demeure de Paisley Park. Et aujourd'hui, une question plane sur la disparition de Prince. La drogue pourrait-elle avoir joué un rôle dans sa mort? C'est en tout cas ce que croit savoir TMZ, ce site d'actualité People très bien informé qui a annoncé la mort du chanteur hier soir. Notre correspondant en Californie, Benoît Clair, nous en dit un peu plus sur l'avancée de l'enquête. Les enquêteurs cherchent à savoir ce qui s'est passé vendredi dernier à Moline. C'est une petite ville de l'Illinois située à seulement 48 minutes de vol de la résidence du chanteur. Car c'est là, à Moline, que l'avion de la star a fait un atterrissage d'urgence vendredi au retour d'un concert à Atlanta en Géorgie. Et Prince a été pris en charge immédiatement par le service des urgences médicales pour, dit-on dans son entourage, soigner une mauvaise grippe. En réalité, selon des témoignages concordants réunis par les journalistes de TMZ, on lui a alors administré une piqûre pour contrecarrer les effets d'un médicament auquel il était allergique. Les médecins lui ont proposé de rester 24 heures en observation, mais le chanteur a préféré rentrer chez lui. Il ne sera donc resté que moins de 3 heures dans cet hôpital. Et les enquêteurs veulent savoir ce qui s'est passé. Le site TMZ publie ce matin également, photo à l'appui, des informations selon lesquelles le chanteur a visité à 4 reprises cette semaine une pharmacie locale dont les employés disent qu'il semblait fatigué. Ce que l'on sait également, c'est qu'il a donné une réception le lendemain de son retour, donc c'était samedi dernier, avec 75 personnes chez lui, et que les participants l'ont également trouvé amaigri. Barack Obama au secours de David Cameron dans sa campagne anti-Brexit. À 2 mois du référendum, le président américain, en allié historique de la Grande-Bretagne, est venu recommander aux électeurs britanniques de dire oui à l'Union européenne. Et tous les moyens sont bons. Le déjeuner avec la reine Elisabeth au château de Windsor, un entretien avec le Premier ministre britannique et même un coup de pression à peine voilé. Le Royaume-Uni est à son meilleur lorsqu'il contribue à diriger une Europe forte. En faisant partie de l'Union européenne, le pouvoir britannique se trouve grandi. Je ne pense pas que l'influence du Royaume-Uni se trouve modérée par l'UE. Au contraire, elle se trouve magnifiée. Et l'Union européenne permet à la Grande-Bretagne de diffuser ses idées à travers le continent. L'autre actualité marquante de ce vendredi, c'est l'aboutissement de la COP21 à New York. Plus de 170 chefs d'État et de gouvernement réunis pour transformer l'essai de l'accord parisien de décembre dernier. L'urgence est toujours là, a déclaré le président français qui a eu le privilège d'être le premier à parapher solennellement le texte. C'est un moment d'histoire. Jamais auparavant, un si grand nombre de pays n'avaient signé un accord international en une seule journée. Je félicite tous les pays. Je lance là encore un appel pour que chaque pays puisse ratifier le plus vite possible l'accord de Paris. Je demanderai au Parlement français d'autoriser la ratification de l'accord de Paris d'ici l'été. Et je souhaite que l'Union européenne donne l'exemple d'ici la fin de l'année pour que l'accord puisse entrer le plus rapidement possible en vigueur. La politique en France et 24 heures après la déclaration d'Emmanuel Macron au Dauphiné libéré dans laquelle il assurait ne pas être l'obligé du président de la République, le ministre de l'économie est revenu sur ses propos aujourd'hui. Ces mots ont été sortis de leur contexte selon lui en déplacement en Pologne. Il en a profité pour réaffirmer sa loyauté envers François Hollande. Je suis en tant que membre du gouvernement en plein soutien au président de la République et je continuerai à le faire, a-t-il ajouté. L'affaire n'a pas fini de faire du bruit. La justice donne raison à la mairie de Paris dans son projet de centre d'hébergement pour sans-abri dans le très chic 16e arrondissement de la capitale. Les riverains demandaient sa suspension, mais le juge des référés a considéré que le site ne serait pas profondément modifié et a reconnu l'intérêt public du projet. De son côté, la mairie de Paris s'est réjouie de ce jugement et prévoit une ouverture de ce centre dès l'été prochain.
L'opération était soigneusement préparée. La nuit dernière, une centaine de migrants se sont installés dans les locaux d'un lycée professionnel à Paris, inoccupé depuis des mois. Ils ont été aidés par le collectif Chapelle Debout, qui filtre l'entrée du bâtiment. Aujourd'hui, seuls les sympathisants sont autorisés à entrer. Claire-Hélène Bousgarou avec Norbert Évangélista. Derrière ces murs, des Soudanais, des Somaliens ou des Yéménites. En grande majorité des hommes. Ils occupent le lycée Jean Jaurès depuis jeudi soir et demandent des solutions. Nous avons décidé d'entrer en ce bâtiment simplement pour nous protéger du froid. Vivre dans la rue, ce n'est pas une bonne chose. Cette centaine de migrants campaient jusqu'à présent à proximité de la station de métro Stalingrad dans des conditions insalubres. Un site déjà évacué à plusieurs reprises. Fatigués de vivre dans la rue, ils ont décidé d'investir le lycée Jean Jaurès à l'appel du collectif Chapelle Debout. Mais ils pourraient ne pas y rester longtemps. La région Île-de-France a demandé l'évacuation immédiate de l'établissement. Le lycée, fermé pour travaux, doit rouvrir à la fin du mois de mai. J'aimerais bien comprendre pourquoi un lycée, pas autrement, parce qu'il y a d'autres endroits ici dans le 19e qui sont libres. Déjà nos locaux, on a du mal à les faire rénover, et surtout du professionnel. Ce serait quand même un petit peu dommage que ça finisse en expulsion, quoi. Migrants et associations espèrent pour le lycée Jean Jaurès un avenir similaire à celui du lycée Jean Carré. Également situé dans le 19e arrondissement de Paris, l'établissement avait été occupé par des centaines de réfugiés avant d'être transformé en centre d'hébergement par la ville de Paris. 7 mois après le scandale des moteurs truqués chez Volkswagen, le gouvernement allemand publie les résultats de son enquête. Il en ressort des irrégularités chez d'autres constructeurs et notamment français. Renault est aussi épinglé sur les émissions polluantes. On parle bien d'irrégularités et non de moteurs truqués cette fois. Tous les constructeurs allemands qui ont été homologués ont déclaré qu'ils effectueront les changements nécessaires. Cela concerne Audi, Mercedes, Opel, Porsche et Volkswagen. Ces constructeurs rappelleront volontairement environ 630 000 véhicules produits dans toute l'Europe. Le Bureau fédéral de l'automobile vérifiera au préalable la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Sur la base des accords, les véhicules homologués à l'étranger ne sont pas concernés. Mais la commission d'enquête attend des annonces de ce type de la part d'autres constructeurs comme Renault. Et c'est notamment à cause de ce scandale que Volkswagen a subi des pertes importantes, plus de 4 milliards d'euros. Le constructeur allemand attend jusqu'à 5% de baisse de son chiffre d'affaires en 2016. Un mois, jour pour jour, après les attentats de Bruxelles, l'un des kamikazes qui s'est fait exploser à l'aéroport de Zaventem, Najim Lachraoui, a été identifié par d'anciens otages français. Il était un de leurs geôliers alors qu'ils étaient retenus par l'État islamique en Syrie entre 2013 et 2014. Et dans le même temps, les travaux de la commission d'enquête parlementaire belge ont débuté aujourd'hui. Ses membres se sont d'abord rendus dans la station de métro Malbec où l'un des kamikazes s'est fait exploser. En sport, c'est la 3e victoire de l'équipe de France au championnat d'Europe de judo qui ont débuté hier seulement à Kazan. C'est en Russie. Elle est signée Grévi Zeman qui a gagné dans la catégorie moins de 70 kilos. Elle a dominé en finale la géorgienne Esther Stam. C'est le 5e titre européen de sa carrière. Voilà pour l'essentiel. Restez avec nous sur LCI dans un instant. Ainsi va le monde avec Vincent Hervouet, mais tout de suite, la météo de Louis Baudin.